et, euh, et donc là, voilà, ça a été une période un peu compliquée avec beaucoup de maladies dans la famille. Donc, merci encore pour votre patience. Alors, quelques petits points avant qu'on continue le cours. Par rapport à l'interrogation, j'ai pas encore les copies. Je ne sais pas si vont être envoyées par la poste ou scannées. Donc, il va falloir un petit peu de patience à ce niveau-là. Je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. Par rapport au projet, donc numéro 3, normalement, j'ai corrigé tous les projets. Euh, sauf un où j'avais pas le. Encore une fois, faites vraiment attention quand vous me rendez le projet. Ne me rendez pas juste les fichiers Java, rendez-moi le projet dans son ensemble, le projet Eclipse, d'accord, avec les dossiers. Parce qu'en fait, à la différence d'un fichier Python, Java, c'est un tout, d'accord, avec un dossier bin avec des binaries, c'est-à-dire les fichiers qui ont été, les fichiers .java qui ont été transformés en .class pour être directement lisibles par la JVM, Java Virtual Machine. C'est un peu compliqué. Java, ça fonctionne pas tout à fait comme Python ou C, qui sont des langages compilés. Là, Java, c'est un langage interprété qui fonctionne sur une machine virtuelle Java. Bref, le bin, c'est pas si important que ça, mais ce qui est important, c'est le source SRC, parce qu'en fait, le dossier source, c'est pas juste un dossier, c'est le dossier où le projet, enfin quand je le charge sur Eclipse, où il va aller chercher le main. D'accord? Donc il y a toute une structure, une hiérarchie de fichiers qui est importante. Vous ne pouvez pas juste donner les fichiers sources comme dans Python. D'accord? Il faut faire attention à ça, c'est une différence importante. Euh, donc, normalement, je suis à jour sur les corrections là-dessus. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à me le faire savoir. Globalement, c'était très bien, beaucoup mieux que le PDA, mais ça, je m'y attendais. Comme je vous avais dit, le PDA est plus compliqué parce qu'il faut gérer les epsilon. Et la condition pour savoir est-ce qu'on est arrivé tout au bout, effectivement, je reconnais que c'est compliqué. Savoir est-ce qu'on a terminé ou faut continuer à chercher des transitions valides. Alors que là, c'est beaucoup plus simple. Il y a pas de epsilon, il n'y a pas de chaîne vide. On suit les instructions de façon très mécanique. Donc, une machine de Turing est effectivement beaucoup plus simple, presque aussi simple, pas tout à fait, mais quasiment aussi simple qu'un automate fini. Mais ça fait partie de l'exercice de voir que finalement, il y a ces modèles le modèle très simple qui reconnaît peu de langages et le modèle qui reconnaît tous les langages qui sont finalement assez proches en termes de simplicité et de robusteté, comme on l'a vu, alors que les modèles intermédiaires sont plus complexes. Et ça fait partie des choses intéressantes à découvrir dans ce cours et qui ont des impacts pour d'autres aspects. Alors, par rapport au projet, euh, alors il y a un étudiant qui a soumis une remarque tout à fait pertinente et je suis tout à fait ouvert aux critiques sur ce cours et aux retours parce que mon but c'est de le rendre le meilleur possible. Donc je, je suis tout à fait ouvert aux améliorations possibles pour rendre ce cours plus intéressant, plus pertinent que les exercices soient vraiment utiles. Euh, alors, autant je comprends effectivement que Java, là, c'est un petit peu rude pour vous parce que vous venez juste de l'apprendre, vous avez très peu d'expérience, vous avez fait beaucoup de Python. Bon, peut-être qu'effectivement, j'anticipais et puis Madame Nguyen avait été un petit peu optimiste là-dessus en me disant non, non, c'est bon, ils ont ce qu'il faut pour faire le projet. Peut-être qu'on était un petit peu optimiste là-dessus, hein, je ne le mets pas sur elle, hein, c'est sur moi aussi, en me disant, bon, si vous avez fait 2 ans de Python, passer à un nouveau langage, c'est assez simple, mais c'est vrai que la notion de classe, d'objet, etc., je comprends que ça puisse être beaucoup d'un coup. Donc, ça, je prends tout à fait. En revanche, et donc peut-être que, bon voilà, peut-être qu'à l'avenir, et même pour le dernier projet, je vais y réfléchir, peut-être que le dernier projet, on peut le faire en Python plutôt qu'en Java, si c'est quelque chose que vous préférez. Bon, je vois quelques intérêts à Java avec de simplicité et puis voilà, c'est aussi un langage c'est quand même le langage le plus utilisé aujourd'hui. Je sais que Python est plus en vogue, mais Java reste quand même le premier langage
utiliser. Donc, ça peut être, je pensais que ce serait intéressant pour vous de gagner un peu en expérience dessus. En revanche, la remarque consistait à dire que si le cours est théorique et fondamentalement plus axé sur la notion de modèle théorique, mathématique, alors l'idée de faire des programmes pratiques n'a pas forcément de sens et un pseudocode suffirait tout à fait. Alors, oui et non. Le pseudocode, finalement, se rapproche, en fait, finalement, à l'exercice de d'écrire une machine de Turing au niveau de the implementation level, comme il l'appelle dans le livre, d'accord, au niveau de l'implémentation. Et effectivement, c'est un exercice qui peut être intéressant, mais je maintiens, et si vous avez des objections à ça, encore une fois, je veux bien les entendre, hein, d'accord, que ce soit là, maintenant, dans le cours, dans le chat ou par email, hein, n'hésitez surtout pas. Encore une fois, je suis toujours ouvert aux critiques, mais je pense quand même que l'exercice de réaliser concrètement c'est une machine de Turing, encore mieux ce que vous avez fait, et vous allez voir qu'en fait, ces 3 exercices que vous avez fait, on va revenir dessus dans le TD qu'on est en train de voir en ce moment, parce qu'en fait, ce que vous avez fait n'est pas anodin, vous avez en fait écrit sur l'équivalent d'une machine de Turing, c'est-à-dire un langage Java, qui est un langage qu'on appelle Turing Complete, c'est-à-dire qu'il a la même capacité, puissance de calcul qu'une machine de Turing. Donc, sur l'équivalent d'une machine de Turing, vous avez simulé une autre machine de Turing. Et ça, c'est quand même un exercice vraiment intéressant, assez unique. Et surtout, il y a quand même une différence entre je l'écris en pseudocode qui peut revenir à lire le bouquin et dire « Ok, j'ai compris ». Et puis, c'est très difficile pour moi de tester un pseudocode aussi. Hein. Mais on peut avoir l'impression d'avoir compris en écrivant le pseudocode, alors qu'en fait, il y a quelques détails qui nous ont échappé. Et on a oublié une boucle, on a oublié de vérifier, on a oublié de faire une vérification, on a oublié un if quelque part. Alors qu'avec le programme, quand même, je veux dire, ça marche ou ça marche pas. D'accord? Les chaînes acceptées sont les bonnes, on peut tester. Et si ça fonctionne pas, on peut revenir dessus et voir, effectivement, il y avait un aspect que j'avais pas complètement cerné. Donc, ça nous confronte de façon très, très, très concrète et réelle à la réalité des automates. Et aussi, ça rend la chose quand même un peu plus concrète. C'est pas juste des modèles abstraits, c'est des modèles abstraits qui peuvent trouver des implémentations concrètes où effectivement, on peut constater que, et on peut même voir de façon intuitive que, quel que soit le DFA que je vais rentrer dans votre premier projet, et quelle que soit la chaîne de caractères que je vais rentrer, je vais toujours avoir une réponse. En revanche, normalement, vous devriez déjà avoir compris, là, que sur certaines machines de Turing que je pourrais tester sur votre programme, il est possible qu'avec certaines chaînes d'entrée, je fasse tourner votre programme à l'infini. D'accord? Votre programme n'est pas aucun de vos programmes pour votre machine de Turing est immunisé à tourner à l'infini. Aucun. Il n'y en a pas un seul sur lequel je ne peux pas comment dire, trouver une astuce, une façon de décrire ma machine de Turing qui va faire que votre programme va en fait jamais s'arrêter. Ça, c'est très concret, c'est réel, on peut le tester. Hein. Je peux vous donner un exemple. D'ailleurs, je pourrais vous envoyer un exemple de machine de Turing à tester sur votre programme. C'est très simple, vous pouvez en écrire une. Hein. C'est une machine de Turing qui va faire droite-gauche, par exemple. Mais on peut aussi, on va voir là tout de suite, d'ailleurs, on peut aussi avoir des machines de Turing plus complexes, plus sophistiquées, plus subtiles, qui fonctionnent jusqu'à un certain point, mais qui, pour certaines chaînes, tournent à l'infini. D'accord? Donc, ça, c'est concret. Et à mon sens, c'est quelque chose que vous pouvez avoir, c'est quelque chose de concret, mais en même temps qui vous donne un éclairage sur les modèles abstraits, un éclairage réel, que vous n'auriez pas si vous faisiez juste du pseudocode ou si je vous demandais juste d'écrire en français comment fonctionne une machine de Turing, si vous avez compris, etc. D'accord? Ou même dans le type des exercices qu'on fait en examen.
ou en interrogation. Donc, je maintiens, je pense que ce sont vraiment des très, très bons exercices. Mais encore une fois, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres commentaires, critiques, négatifs ou positifs. Je les prends tous, parce que c'est, encore une fois, c'est un cours difficile, j'en ai conscience, assez théorique, différent de ce que vous pouvez avoir par ailleurs. Et donc, je suis toujours ouvert à l'idée de l'améliorer. OK. Alors, je vais revenir donc sur, avant qu'on continue le TD, hein, on va le continuer, mais je voudrais revenir quand même sur les points qui ont été les plus problématiques, quand même, pour vraiment clarifier les choses. Vous allez voir que la partie 2, topic 5 et 6, alors, parce que pour moi, c'est pas encore tout à fait clair, c'est deux sujets qui vont vraiment ensemble, évidemment, parce qu'on parle de décidabilité, mais on parle aussi, le 6, c'est sur la partie limite, d'accord? Il est possible que je fasse des va-et-vient entre les deux, d'accord? Donc, que les limites ne soient pas si claires que ça. Enfin, c'est clair. Les limites sont claires. Le premier, c'est sur la notion de thèse de Church-Turing qu'on a commencé à voir, on va y revenir dessus, et sur la notion de décidabilité, computabilité, enfin calculabilité, ou reconnaissabilité, Turing recognizable. Le deuxième, c'est sur la limite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a au-delà du décidable, qu'est-ce qui n'est pas décidable, qu'est-ce qui n'est pas reconnaissable, si ça existe, et qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà de ces limites. Donc, on va vraiment axer sur les limites. Mais pour bien comprendre ce qu'il y a dedans, parfois, il faut parler un peu de ce qu'il y a dehors. Donc, on va pas forcément complètement séparer ces deux topics, 5 et 6. Donc, c'est la partie 2 qui s'appelle la thèse de Church-Turing. Ça va vraiment former un tout. Voilà. Alors, je vais partager mon écran pour revenir sur les points qui étaient un petit peu plus... Bon, juste pour clarifier certains points de terminologie et de concept, d'accord? Encore une fois, là, on aborde vraiment le cœur de ce cours. Donc, c'est vraiment très important d'être très attentif et d'essayer de comprendre au maximum. Vous me dites si vous ne voyez pas. Normalement, là, vous pouvez avoir accès à mon tableau blanc où j'ai mis une machine de Turing, là, un exemple. Alors, aussi, petit rappel, je ne le fais pas à chaque fois, mais référez-vous régulièrement au syllabus pour voir quelles sont les lectures à faire. D'accord? Si vous êtes un peu perdu, il est possible qu'il y ait des lectures que vous n'ayez pas faites. Donc, je vous laisse être autonome sur les lectures. D'accord? Donc, je vous invite à voir le syllabus pour voir où on est. D'accord? Quelles sont les lectures du topic 5, par exemple, en ce moment, pour les faire de votre côté, pour mieux comprendre le cours et pouvoir mieux avancer sur les TD. Alors, donc on va revenir sur le TD, mais d'abord, je voudrais revoir sur les points les plus difficiles. Il faut vraiment comprendre que là, on a donc toute la matière première pour pouvoir parler des concepts les plus importants. Le concept de qu'est-ce que c'est qu'un langage décidable, qu'est-ce que c'est qu'un décideur, qu'est-ce que c'est qu'un reconnaisseur, etc. D'accord? Tous ces points, toutes ces notions, mais alors ces notions qui peuvent paraître très vagues, elles sont en réalité extrêmement précises. D'accord? Elles se réfèrent à des notions, elles se réfèrent à des concepts formels très rigoureux, très précis, qui sont ancrés dans le modèle de la machine de Turing qu'on a vu. D'accord, qui est un modèle mathématique. D'accord, une machine de Turing est définie mathématiquement par une série de fonctions de transition, par une série d'ensembles, d'accord, l'alphabet, etc. D'accord, donc tout ça est formel. Je vous rappelle, comme on l'a dit en introduction du cours, maintenant, l'idée, ça va être de pouvoir formellement définir la notion d'un algorithme. D'accord, mais pour pouvoir définir formellement la notion d'algorithme, il faut savoir qu'est-ce que c'est, puisque c'est quand même un point crucial dans la notion d'algorithme. L'algorithme est là pour nous donner une réponse oui ou non, d'accord? Ou pour nous donner la réponse à un calcul. C'est très important de pouvoir comprendre dans quelle situation un algorithme nous donne une réponse et dans quelle situation potentiellement il ne nous en donne pas. D'accord? Encore une fois, ça revient au problème historique posé par Hilbert en 1900, où il y avait deux problèmes qu'on a résumés comme n'étant des Einstein-Dungs-problèmes, d'accord? Pardon pour mon allemand qui n'existe pas, je n'ai pas d'allemand, et qui sont en fait des problèmes donc, qu'on appelle des problèmes de décision, où en fait la question est
ces problèmes, on ne peut probablement pas les décider. Donc, comment est-ce qu'on définit la notion d'un problème qui est décidable et un autre problème qui n'est pas décidable? Pour ça, on a besoin de définir la notion d'algorithme qui peut décider ou d'algorithme qui ne peut pas décider, de langage, de problème, etc. Et donc, tout ce développement mène à résoudre ce problème fondamental, d'accord, qui n'a pas vraiment émergé avant le début du XXe siècle, puisqu'on s'attachait simplement à utiliser depuis l'Antiquité les algorithmes pour résoudre des problèmes, mais on ne se posait pas le problème de y a-t-il des problèmes qui ne peuvent pas être résolus? Et peut-on prouver qu'un problème ne peut pas être résolu? Voilà. Alors, pour bien comprendre ça, il faut vraiment qu'on soit très clair sur le vocabulaire et la terminologie. D'accord? Donc, on a d'un côté un ensemble de machines de Turing, d'accord? De l'autre côté, on a un ensemble de langages. Et donc, juste pour rappel, d'accord, une machine de Turing, par exemple M1, d'accord, reconnaît, on dit qu'une machine de Turing reconnaît un langage. Le langage de M1 qu'on écrit comme ça, d'accord? Et donc, tout comme les automates, hein, reconnaît. Donc, une machine de Turing reconnaît un langage. Okay, le langage qui est reconnu par la machine de Turing, c'est simplement le langage qui est tel que chaque chaîne de caractères qui est dans le langage, d'accord? Donc, la définition de reconnaît, c'est si W appartient à L de M1, d'accord? Alors, M1 accepte W. C'est aussi simple que ça. Et si M1 accepte W, alors, d'accord, on a une équivalence là, entre ce qui est dans le langage. Alors, quelle est la différence entre reconnaître et décider? OK? Donc ça, normalement, ça commence à être clair pour tout le monde. La notion de décider, qui est nouvelle parce que, bon, on aurait pu l'introduire plus tôt avec les PDA et les LBA, mais on va voir plus tard qu'en fait, elle n'a pas forcément de sens avec ces automates-là. Elle n'en a clairement pas avec le DFA, on l'a vu. Vous avez tous constaté qu'un DFA est toujours un décideur, il prend toujours une décision, il n'y a pas possibilité vraiment de boucler indéfiniment sur un... Il n'y a vraiment pas possibilité du tout de boucler indéfiniment. Mais sur une machine de Turing, c'est possible. On peut voir facilement qu'on peut facilement créer une situation de boucle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un décideur? C'est une machine de Turing. Donc, l'adjectif décideur, d'accord? En français ou en anglais, l'adjectif décideur, il ne s'applique pas à un langage, hein, il s'applique à une machine de Turing. Un langage, lui, il est décidable. M1 est un décideur si et seulement si M1 s'arrête toujours. D'accord? En anglais, always halts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que M1 s'arrête toujours? En fait, ça veut dire, comme M1 a déjà été déclaré comme un reconnaisseur, c'est-à-dire qu'on sait que de toute façon, il s'arrête pour les langages, pour les chaînes dans L. D'accord? En fait, quand on dit que M1 s'arrête toujours, ça veut dire pour les W qui ne sont pas, d'accord, W qui n'appartient pas au langage, W n'appartient pas au langage si et seulement si M1 rejette W. Donc, autrement dit, M1 accepte ce qu'il y a dans le langage et rejette ce qui n'est pas dans le langage. D'accord? Alors, quelle serait une machine qui n'est pas un décideur, par conséquent? Une machine qui n'est pas un décideur serait une machine mais qui est un reconnaisseur.
C'est une machine qui reconnaît, c'est-à-dire qui s'arrête quand W est dans le langage, d'accord? Mais quand W n'est pas, enfin, quand la chaîne d'entrée n'est pas dans le langage, soit il s'arrête et il rejette, soit potentiellement, enfin pas potentiellement, dans certains cas, effectivement, il boucle indéfiniment. Alors, donc en fait, si vous voulez, on a en fait deux situations, d'accord? Enfin, on a trois situations possibles pour une machine. Alors, ce n'est pas le cas pour M1, donc je vais l'appeler M1', d'accord? En théorie, une machine peut soit accepter, rejeter ou boucler. Bon, en fait, ça, c'est pour ce qui n'est pas dans le langage. D'accord? Alors, il y a un petit problème quand même quand on le présente comme ça. En fait, c'est un gros problème qui peut porter à confusion. Et donc, je vous invite à être vigilant. C'est que on a l'impression que on survole de haut le problème et qu'on dit, bon, en fait, si la machine, ça accepte, elle accepte, c'est dans le langage, et si elle rejette ou elle boucle, c'est pas dans le langage. Donc, en fait, on sait ce qui est dans le langage et ce qui ne l'est pas. D'accord? Ça, c'est avec, on va dire, les yeux d'un être d'un être tout-puissant, d'accord? Omniscient. Pourquoi? Parce que, en fait, la réalité, c'est quand vous faites tourner votre machine de Turing, vous n'avez aucun moyen de savoir si vous êtes en train de boucler pour toujours ou pas, indéfiniment. Donc, vous n'avez pas vraiment la connaissance de « Ah, ça boucle indéfiniment, donc je rejette ». Sinon, ce serait trop facile. Vous pourriez, dans ce cas-là, conclure « Je rejette ». En fait, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir si vous êtes en fait dans juste une opération extrêmement longue qui prend beaucoup de temps, d'accord? Puisque même si vous êtes à la millionième itération, qu'est-ce qui vous dit qu'à 1 million et une itération, on ne va pas simplement rejeter ou accepter? Vous ne pouvez pas savoir. Donc, en fait, il faut faire attention à cette façon de formuler les choses, d'accord? Boucler indéfiniment, par définition, c'est une absence d'information sur est-ce que ça accepte ou ça rejette. Vous n'avez pas forcément accès à cette information. Donc là, on regarde les choses un petit peu de l'extérieur, mais en théorie, on n'a pas accès à cette information-là. C'est très important de voir ça. Alors, mais on y reviendra, hein, donc si c'est pas clair. Donc voilà, je voulais juste clarifier. Donc, on a des concepts, d'accord, de decider, de recognizer, qui sont des concepts très précis, d'accord, qui correspondent à des notions formelles. Alors, je le mets en anglais parce que reconnaisseur, ça sonne pas très, très bien. Et un langage peut être recognizable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un langage? On va y revenir un peu plus tard, parce que pour le moment, je me situe seulement sur l'exemple d'une machine qui reconnaît un langage, parce que c'est plus simple de partir d'un cas concret comme ça. Parce que le langage, la notion de langage décidable ou reconnaissable est un tout petit peu plus abstrait, puisque, en fait, il faut simplement, pour qu'un langage soit décidable, il faut qu'il y ait une machine, d'accord? Ça ne veut pas dire que toute machine, parce que vous pouvez toujours, pour un langage, créer un non-décideur. C'est facile de détériorer une machine pour qu'il ne soit pas un décideur, d'accord? Un décideur est plus fort qu'un reconnaisseur. Et c'est ce que vous voulez en fin de compte, d'accord? En fin de compte, ce qu'on voudrait, c'est un décideur, parce que c'est vraiment problématique que sur certaines chaînes d'entrée, on n'ait pas de réponse, oui ou non, si c'est accepté, d'accord? Donc, le langage va être dit décidable s'il existe au moins une machine de Turing qui le décide. D'accord? Et il va être reconnaissable s'il y a au moins une machine de Turing qui le reconnaît. OK? Il suffit qu'il y en ait une. D'accord? Mais comme je vous ai dit, là, vous avez donc par exemple M1. D'accord? M1 est un décideur. D'accord? On peut, alors, on pourrait le prouver, mais ce serait un peu long, mais on peut le voir de façon intuitive assez clairement qu'il n'y a aucune situation où on n'arrive pas
à un Q accept, ou alors il manque une transition valide quelque part, d'accord? Donc, ce que M1 reconnaît, c'est si vous avez, il faut que des deux côtés, vous ayez exactement la même chaîne, des deux côtés du dièse. Et donc, on peut voir que dans toutes les situations, ça va toujours s'arrêter, accepter ou rejeter. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on pourrait rendre cette machine de Turing pour la détériorer, pour qu'elle ne soit pas un décideur? D'accord? Il y avait cette question qui était dans le TD. Bon, elle est un petit peu compliquée, cette question. Je le conçois parce que ce n'est pas forcément évident à faire. Mais je vais vous donner un exemple là. Donc, en fait, la machine fonctionne en faisant des croix au fur et à mesure pour vérifier que c'est bien les mêmes symboles à chaque fois. D'accord? Donc, à la fin, vous arrivez à la situation où vous avez croix, 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 d'accord? Dièse, croix, 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 d'accord? Et donc, il arrive à Q8, d'accord, qui est une sorte d'état pré-acceptant, d'accord? Et il vérifie à Q8, d'accord? On est là à Q8, et il vérifie là qu'on n'a que des croix, il va à droite, et donc à la fin, comme il y a un blanc, hop, il accepte. D'accord? Alors, on pourrait tout simplement détériorer cette machine en, en disant, bon, s'il y a au moins une croix, c'est-à-dire si puisque dans notre cas, la machine accepte pour le cas où n égale 0, c'est-à-dire enfin, où la chaîne est de taille 0 de côté, il y a juste le dièse. D'accord? Alors, on pourrait dire que au lieu de ça, on enlève cette transition, et quand on est donc à Q8, ce qu'on fait, c'est que on passe à Q9, on lit un X, on va à droite, d'accord? Donc, il faut au moins qu'il y ait un X, au moins, et ensuite, à Q9, on fait le fameux X droite, d'accord? Il faut qu'il y ait au moins un X, d'accord? Dans le cas où il n'y a que le dièse, on démarre directement par ça, eh bien, il n'y aura pas de X qui va à droite, et donc, au lieu de ça, ce qu'on fait, c'est que on dit, eh bien, on lit le blanc, ici, on lit le blanc et on va à droite. Et j'annule cette transition. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Tout simplement, ce qui se passe, c'est que pour toutes les chaînes de taille supérieure ou égale à 1, d'accord? Donc, c'est-à-dire de taille 3, 4, d'accord? Enfin, non, 3, 5, parce que c'est forcément de taille impaire. À moins qu'il n'y ait que ce symbole-là, d'accord? Ça accepte, donc ça fonctionne, d'accord? Ça reconnaît bien, alors ça reconnaît le langage W dièse W avec W non vide. D'accord? Ça reconnaît un langage légèrement différent, pour être honnête. Ce n'est pas exactement vrai. En revanche, dans le cas où on n'a que le dièse, eh bien, on se retrouve dans une situation où on boucle indéfiniment. Donc, on a un reconnaisseur d'un certain langage, mais ce n'est pas un décideur, puisque dans certaines situations, on boucle indéfiniment, puisqu'on on lit le blanc et on va à droite indéfiniment, en restant sur l'état Q8, tout simplement. OK. Alors, donc ça, c'est un cas, c'est un exemple donc, de machine de Turing qui est un reconnaisseur, mais qui n'est pas un décideur. OK. S'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc, je voulais juste clarifier tout ça. Donc là, si je l'appelle M1', d'accord, on va dire que M1', d'accord, reconnaît donc le langage de M1', mais ne le décide pas. Et le langage de M1', c'est W dièse W avec la taille de W qui est supérieure ou égale à 1, quoi. Ça ne peut pas être 0. OK. Voilà. Donc, je vais vous laisser retourner au TD. Je pense que normalement, ce résumé doit vous aider à avancer sur les questions du TD.
Il y a quelques questions que je n'ai pas abordées là, mais je pense que c'est important et que c'est bien que vous les voyez en groupe et vous essayez d'avancer dessus de votre côté pour voir comment vous les traitez. Je pense que ce sera un bon exercice. Donc, je vous laisse avancer sur le TD. Je vous remets dans le chat donc, le lien vers les documents partagés. Donc, on continue, même groupe, même document. Et puis, on se retrouve peu avant la fin pour conclure et faire la synthèse des points les plus compliqués. Voilà, et normalement, le lien qui est dans le document, c'est bien le bon lien vers le TD. Mais au cas où je vous le mets, j'ai demandé à Madame Cœur de Roi de vous le distribuer, mais je ne sais pas si c'est encore fait. Donc, je vous mets le TD, le PDF, voilà, ici. Et je vous place par groupe. Donc, vous pouvez le reprendre où vous voulez, hein, là où vous n'êtes pas obligé de reprendre au tout début, hein, même s'il y a des questions que vous n'aviez pas correctes. Je vous invite à avancer sur le TD vraiment à votre rythme et faire les questions qui vous semblent les plus importantes et passer sur celles où vous avez compris. Hein, n'hésitez pas. Moi, ça m'aide vraiment à voir là où il y a des difficultés et je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit exactement là. Donc, c'est très, très bien. Je suis content qu'on ait pu faire ça. Parce que clairement, une des grosses difficultés, donc là j'ai partagé mon tableau blanc, normalement vous pouvez le voir, une des grosses difficultés, donc c'est sur cette notion d'encodage. Effectivement, sur les questions 9 et 10, donc jusqu'à la question 8, hein, pas de problème, hein, je pense que tout le monde c'était assez clair, donc c'est très bien. Sur les questions 9 et 10, alors je suis conscient que peut-être avoir l'impression de piétiner, de passer un peu beaucoup de temps sur ces questions-là, mais vraiment ça vaut le coup parce que c'est fondateur pour comprendre ce qui va suivre, d'accord? Et c'est vraiment, vraiment important. Alors, bon, la question 9, normalement, il n'y avait pas de problème, hein, tous les langages réguliers sont DCA, je pense que vous avez tous compris ça. Bon, pour un groupe, ce n'était pas forcément très, très clair, mais on voit bien que les langages réguliers sont tous reconnaissables par des DFA, ça on l'a bien vu, d'accord? NFA ou DFA, mais de toute façon, NFA et DFA sont équivalents en termes de classes de langage qu'ils reconnaissent. Donc, un DFA forcément est un décideur, il arrive forcément à une réponse oui/non, donc forcément, tous les langages réguliers sont décidables. D'accord? Maintenant, on va essayer de repenser ça différemment. Parce que le problème, c'est là, dans ce que je viens de dire, j'ai transposé, vous voyez, en termes de rigueur. D'accord? Et encore une fois, c'est un cours qui est fondamentalement sur la rigueur. Et juste une petite parenthèse, ce cours est intéressant pour son contenu en tant que tel, mais vraiment, et là, je parle peut-être un peu plus aux futurs profs de maths, c'est aussi un cours qui est très intéressant sur la démarche intellectuelle de rigueur, sur la définition des termes et le formalisme. D'accord? Là, dans ce que je viens de dire, on a une définition intuitive de la décidabilité qui, d'une certaine manière, fonctionne. Mais la définition rigoureuse de décidabilité que je viens d'exprimer là, elle est définie uniquement dans le contexte des machines de Turing, pas dans le contexte des automates finis. Alors, on est d'accord que la machine de Turing est une extension de l'automate, c'est un automate amélioré, mais néanmoins, on indique qu'un problème est décidable et un problème est décidable, un langage est décidable, si et seulement si il y a une machine de Turing qui le décide. Et là, je viens de dire, tous les langages réguliers sont décidables puisqu'ils ont tous un automate fini déterministe, un DFA qui le décide. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait correct. Non, il faudrait le transformer en machine de Turing. Après, on peut dire, bah, attendez, s'il y a un automate, si un DFA peut le décider, forcément, un DFA, c'est une machine de Turing beaucoup plus basique. Donc, ce que je peux faire avec un DFA, je peux le faire avec une machine de Turing. D'accord. Mais vous voyez, techniquement, je devrais faire ce saut-là. Je devrais dire, bon, un DFA peut le décider. Ce que je peux faire avec un DFA, je peux le faire avec une machine de Turing. Donc, une machine de Turing peut le décider. Donc, le langage régulier est décidable. Mais il faudrait faire toutes les étapes pour être vraiment rigoureux dans notre preuve. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on doit tout ramener à un problème de machine de Turing. Et c'est ce qu'on va faire avec le langage ADFA. Alors, qu'est-ce que c'est le langage ADFA? Je prends 2 minutes avant que vous partiez pour
pour revenir là-dessus. Donc, le langage ADFA, parce que c'est quand même très important, c'est l'ensemble. Et là, le livre l'explique bien. Donc, je vous réfère au livre. Hein, vous l'avez dans le début du chapitre 4. Alors, c'est vrai que c'est un peu nouveau. Je pense que c'est dans le début du chapitre 4. Mais je vous y réfère. L'ensemble des encodages, et puis on en a parlé déjà un petit peu avant, l'encodage d'un polynôme, par exemple. D'accord? On se fiche un petit peu de comment on encode. Donc, ces brackets, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça en français, qui sont autour, signifie simplement que c'est un encodage, peu importe celui qu'on utilise. Alors, c'est pas vraiment la notion du, et c'est là où ça peut être un petit peu ambigu, c'est pas tellement la notion du NUPLE, d'accord, qu'on utilise quand on parle de, par exemple, d'un DFA comme ça, d'accord, FQ0, c'est pas tout à fait la même chose là, parce que là, on veut vraiment parler d'un encodage, d'accord. Et qu'est-ce qu'on appelle un encodage? C'est simplement transformé en chaîne de caractères, encodé sous forme d'une chaîne de caractères. Donc, M, qui est un DFA, et on peut déduire effectivement dans la définition que W est une chaîne de caractères. D'accord? On encode la chaîne de caractères. Alors, c'est un peu idiot d'encoder une chaîne de caractères en chaîne de caractères, mais là, l'idée, c'est de dire on les met ensemble. D'accord? On les met ensemble. Donc, comment est-ce que vous allez encoder M? Donc, si ça, c'est M, par exemple, vous pouvez utiliser n'importe quelle technique. Peu importe. Vous mettez vos états Q0, Q1, Q2, Q3 dans les cellules, et puis ensuite, vous mettez, par exemple, entre chaque élément, ici, vous pouvez mettre 2 dièses, d'accord? Et puis ensuite, entre votre M et votre W que vous allez avoir après, d'accord, vous pouvez mettre par exemple 2%, d'accord, peu importe, des symboles qui vous permettent de séparer. Peu importe ce que la machine qui va permettre de décoder cet encodage, elle va savoir ça, d'accord, vous allez faire la machine qui correspond à ça. Alors, c'est vraiment pas un concept si compliqué puisque vous l'avez vous-même fait, en fait, dans votre programme, d'où l'intérêt de faire ces programmes, puisque finalement, si on combine votre fichier texte, d'accord, le fichier texte et l'encodage de M, d'un DFA, le fichier texte avec une certaine syntaxe, encore une fois, la syntaxe que je vous ai donnée, qui était donnée par moi, donc vous n'aviez pas le choix de la syntaxe, cette syntaxe, on aurait pu en prendre une autre. On en a choisi une, c'est arbitraire. Et en fait, peu importe la syntaxe, en fin de compte. D'accord? Elle n'a aucune importance pour l'exercice. Il suffit de se mettre d'accord sur une syntaxe. C'est conventionnel, purement. D'accord? Et une syntaxe, ce fichier-là, si vous combinez ce fichier-là avec la chaîne d'entrée que l'utilisateur rentre dans le champ entrée, une chaîne avec dans l'alphabet 0,1 par exemple, si vous combinez ces deux choses-là ensemble, vous avez vraiment ce MW, d'accord? Et vous pouvez imaginer qu'on met ce MW sur une bande ensemble comme chaîne d'entrée, d'accord? Donc ce MW, cet encodage de M et de W devient notre chaîne d'entrée, chaîne d'entrée qui va être ou acceptée ou pas, qui va être dans ADFA ou ne pas être dans ADFA. Donc ADFA est un langage qui est composé d'encodage de DFA avec certaines chaînes qui sont acceptées par ces DFA. D'accord? Donc, c'est un petit peu tordu, d'accord? C'est une autre façon de penser, mais c'est très, très important pour ce qui va suivre, d'accord? Alors, comment on peut reformuler tout simplement la question 9? D'accord? C'était la question qui a été la plus problématique pour vous tous. La question 9, donc la question 10b, hein. La question 9, en utilisant ADFA, c'est très, très simple. La question 9, on peut la reformuler. Est-ce que ADFA est décidable? Si ADFA est décidable, vous voyez bien que ça veut dire que on peut décider systématiquement avec une machine de Turing qui va lire un DFA, d'accord, qui va décoder et simuler un DFA, on peut décider si un DFA accepte ou non une chaîne W. Et si on peut systématiquement décider si elle accepte ou rejette toute chaîne W, alors ça veut dire que, par définition, les DFA, eux, sont tous des décideurs. D'accord? Et en fait, effectivement, c'est le cas, puisqu'une machine de Turing qui va simuler un DFA va toujours s'arrêter, accepter ou rejeter. Donc, ADFA est décidable. OK? Alors, ce que je vous demande pour lundi, c'est vraiment de terminer ce TD chez vous. D'accord? Terminez-le.
faites-le entièrement individuellement chez vous, individuellement ou en groupe, peu importe, pour qu'on puisse vraiment avancer rapidement dessus et clarifier tous les points que vous ne comprenez pas. D'accord? Donc, vraiment terminez ce TD chez vous. La toute dernière question, vous n'êtes pas obligé de la faire, on la verra ensemble. D'accord? La question 14E. D'accord? Mais jusqu'à 14D, faites-le chez vous. Voilà. Pour l'essai, ne vous inquiétez pas trop, d'accord? Je pense que je vais vous laisser un peu plus de temps pour le faire parce que c'est vraiment important qu'on avance d'abord sur ces questions avant que vous puissiez commencer à réfléchir aux questions de l'essai argumentatif. D'accord? Donc, vous inquiétez pas trop là-dessus. Je vous laisserai un peu plus de temps. Voilà. Je vous dis à lundi et je vous souhaite une bonne fin de journée.